Bonjour. Une toute petite précision en commençant. D'abord, je m'excuse, je vais rester dans cette position. Je ne suis pas en grande forme du tout et j'ai très mal au dos par-dessus le marché. Donc voilà, je préfère ne pas trop me déplacer. Je donc vous invite à... Puis il ne faut pas que je fasse de bêtises en plus. Je vous invite pour quelques minutes à découvrir, parce que il ne faut pas le cacher, je suis là pour travailler, à découvrir un logiciel dont vous voyez le logo qui est apparent à l'écran, qui s'appelle Sphere, et qui me permet de, voilà, plutôt que de raconter quel est le métier, qui est le mien principalement, même si j'en parlerai un peu, c'est d'écrire peut-être pourquoi on est allé dans la direction qui est la nôtre et qui a donné donc le petit titre à cette conférence, qui n'a pas été très longtemps réfléchi. C'est peut-être le titre le plus ridicule des 3 journées. La VR, le web et le web VR. Mais bon, voilà, c'était un petit résumé pour se dire on va essayer de parler de plein de choses différentes sur un mode non expert, parce que j'en suis pas fondamentalement un. Voilà un petit résumé pour une mise en situation. Et puis surtout, parce que c'est rigolo quand c'est interactif, très franchement, n'hésitez pas à intervenir peut-être en plein milieu, à interagir, parce que c'est aussi peut-être plus intéressant dès lors que ça devient du partage. Il y a tout simplement donc, aussi une ou deux références, celles qui concernent le site du projet, dont vous avez l'URL, le compte Twitter sur lesquels d'ailleurs les deux, vous êtes les bienvenus. Et puis, pour me situer, donc, je m'appelle Nicolas et je suis un petit peu le porte-parole justement de ce que nous sommes et de ce que nous faisons. Donc, bon, c'est pas tout à fait du marketing ni de la communication, c'en est un peu. C'est très modérément technique aussi, mais j'aime beaucoup échanger avec nos développeurs. Et puis me positionner aussi du côté du besoin de nos clients, parce que vous le verrez, je vais quand même situer ça aussi dans des tranches de métiers bien particulières. Et j'essaierai d'être le plus clair possible. Juste à main levée, le WebVR, qui connaît ou ouais, soyez pas timide, qui connaît même un peu, hein. Alors, j'arrive. Est-ce que la vidéo 360 sur YouTube, c'est considéré comme de la web VR? Oh, vous faites ce que vous voulez, hein. Vous considérez ce que vous voulez. Oui, par WebVR, alors je vais essayer de le préciser justement. Il y a plusieurs choses. Mais on peut tout considérer comme de la VR. Enfin, moi, je suis partisan. C'est un truc... Enfin, allez, pour faire un peu un avant-propos, mais je suis en train de consommer du temps après aussi sur des questions. Je ne sais pas si votre question portait sur le fait de est-ce que la vidéo en soi, déjà, c'est de la VR? Les puristes vont dire non. Si je lis, moi, très précisément la définition de la VR, non, c'est pas de la VR. Maintenant, il y a des gens qui en font et qui mettent ça dans un casque. Alors, admettons, c'est pas de la VR, c'est du en VR, en empruntant à la VR. C'est une nouvelle forme d'expression, c'est un nouveau mode narratif que les puristes s'écharpent entre eux. Voilà, ils sont tout seuls, ils sont entre eux, ils ont raison, ils sont contents. Et ça n'empêche pas des gens de faire des choses formidables. On voit des studios qui font des trucs super en vidéo et c'est très bien. Donc oui, ça en est un peu, mais ça en est. Allez, j'avance, je suis désolé parce que j'ai tendance à savoir faire super long. Donc je ne vais pas parler de code, j'en suis incapable. Donc si certains parmi vous avaient l'espoir d'entendre parler de WebGL, TreeJS et je ne sais pas quoi, je ne sais pas. Donc il faudra peut-être pas me poser directement les questions, je pourrais les relayer à nos codeurs, mais je ne suis pas capable de soutenir une conversation sur les technos en propre. En revanche, si je peux me permettre de simplifier, WebVR, c'est grosso modo donc propulser d'une manière ou d'une autre la réalité virtuelle dans un navigateur web ou au travers d'un navigateur web. C'est la définition la plus simplificatrice et peut-être
la plus incorrecte qui soit, mais il n'est pas question de rentrer en fait dans les débats parce que je vais y revenir un petit peu quand même en étant un tout petit peu plus sérieux. Il y a évidemment énormément d'enjeux et c'est sur tout ça dont je vais parler, même si par moment donc on repartira un peu sur le côté un peu techno, c'est surtout l'enjeu qui m'intéresse et parce que je vous l'ai dit, on développe un logiciel, vous l'avez donc évidemment anticipé, c'est un logiciel qui fait de la VR pour le web, donc oui, il y a des enjeux et qui nous ont menés jusque-là. Ces enjeux, c'est pas moi qui le dis, et je ne sais pas si ceux qui le disent ont raison, mais participent à la démocratisation de la VR. Alors de plusieurs façons. On démocratise sous l'angle technique. WebVR, c'est, pour ce que j'en sais, maintenant si certains veulent me corriger, n'hésitez pas, c'est une somme de spécifications qui sont entre autres respectées par aussi bien HTC que Oculus. Donc par Oculus, on intègre aussi justement le Gear VR. C'est une spécification qui est aussi intégrée dans Daydream, donc qui vise à dire qu'un développeur, s'il fait ça tout simplement à la main, il va pouvoir adresser l'ensemble de ces plateformes en n'ayant codé qu'une seule fois. Donc c'est une démocratisation pour les codeurs. Et puis, pour nous, c'est aussi une démocratisation, en quelque sorte, mais je crois que j'anticipe peut-être déjà un peu sur les slides à venir, de l'accès à la VR. Et puis, avant peut-être de revenir sur la somme des enjeux, j'ai une petite anecdote, j'espère que je ne trahis rien et que si quelqu'un est là et qu'il se reconnaît, on ne sait jamais, ne m'en voudra pas, mais j'ai participé récemment à une table ronde qui accueillait des annonceurs, parmi d'ailleurs les plus grands annonceurs en France. Et puis, quelqu'un leur a posé la question de savoir quel avait été leur chiffre d'affaires en VR en 2016. Ils ont quasiment tous dit zéro. Parce qu'ils n'ont aucun client prêt à mettre des sous pour faire des projets en VR, parce qu'il n'y a aucune garantie d'abord en termes de taux d'équipement, de la qualité des équipements, en termes d'audience potentielle, ne serait-ce que potentielle. Je ne me mets pas à la place des annonceurs et des arguments qu'ils ont cités, je ne fais que colporter presque des ragots. Mais voilà, ça situe aussi un enjeu de la démocratisation, c'est la démocratisation de l'accès. Parce que, on voit des choses merveilleuses, mais vous connaissez un petit peu tous les métriques aussi de ce genre de réalisation. Voilà, j'ai un petit peu grillé quelques slides, mais celle-ci me permettait justement d'évoquer le fait que le WebVR peut fonctionner là-dedans, donc c'est ce que j'ai dit, les développeurs s'y retrouveront. En revanche, ce genre d'équipement, si on veut donc faire de la VR, quelle qu'elle soit d'ailleurs, avec ce genre d'équipement, vous savez ce qu'il en coûte. Le WebVR permet, entre autres, alors là je suis dans les redites, c'est pour ça que je vais accélérer un peu, en faisant l'intéressant au début, j'ai grillé plein de slides. Donc ça nous permet bien sûr aussi d'adresser cette autre forme de réalité virtuelle qui est la VR mobile, qui, à l'instar des vidéos VR, peut être qualifiée comme étant une espèce de sous-forme de réalité virtuelle, puisque en termes d'interaction, on va commencer à être aussi un petit peu limité. Enfin, un petit peu limité par rapport à d'autres matériels. Vous m'en voulez pas, des fois je mets mes idées à l'envers. Et puis ça va même, alors là on déborde si vous voulez, mais ça me permet quelque part de resituer, de recentrer vers ce que je fais, ce que j'ai à vendre. Il ne faut pas m'en vouloir, je vais quand même devoir en parler. C'est que le WebVR, je l'ai dit, c'est une somme de spécifications, mais aujourd'hui, et c'est prétendument pour démocratiser, mais ça démocratise finalement rien du tout. Si dans tout le discours que j'ai eu jusque-là, vous m'avez bien écouté, parce qu'aujourd'hui j'ai dit que le WebVR, ça marchait sur Oculus, sur HTC, sur Gear et sur Daydream. Les deux premiers coûtent un bras, le troisième, il faut quand même avoir le bon téléphone, et le quatrième, il n'est pas encore sur le marché. Donc c'est certes une démocratisation, comme je l'ai dit, pour développeurs, mais pas en termes d'audience, pas aujourd'hui. Et dans tous les cas, il faudra avoir un téléphone capable de propulser du WebVR tel qu'il est écrit dans les spécifications. Alors si je m'autorise cette petite slide, c'est que moi je m'adresse aussi à des marchés où je ne vais pas pouvoir imposer du matériel.
Donc, c'est pour ça que j'avais ce titre un petit peu original hein, de conf, parce que nous, des fois, on dit qu'on fait certes du web VR, puis on fait aussi du VR web. Parce que ce sont des spécifications, le web VR. Donc nous, on se les est aussi appropriées à notre façon, pour faire en sorte que eh bien, même un iPhone soit en mesure de lire de la VR dans son propre navigateur. Donc c'est... Voilà. Le chemin qu'on a, nous, en tout cas, fait dans cette direction-là. Je surveille l'heure, vous ne m'en voudrez pas. Je sais faire très long. Bon, je pense que tout le monde connaît hein, ce genre de petits accessoires. Alors, je vais vous raconter pourquoi je montre tout ça. Mais avant ça, vous l'avez vu, le titre de conf est quand même... Enfin, la conf est tombée aussi un petit peu dans une semaine où l'actualité a porté sur le sujet. Parce que, alors attention pour les yeux sensibles... Ah non, c'est pas la bonne slide, c'est l'autre. Parce qu'il y a une initiative, alors moi je mets toujours une slide de ce monsieur-là, qui est admirable. Qui connaît, juste au hasard, je ne vais pas faire des sondages beaucoup, mais Widin, ou anciennement VRSE, oui, vous connaissez, hein. Vous avez probablement même l'appli, mais je ne sais pas si vous aviez vu que c'était disponible via le web. Voilà, c'est pas anodin, hein. C'est-à-dire que les personnes qui sont derrière Widin ont aussi pensé à cette audience qu'ils n'ont pas par l'intermédiaire de l'application, potentiellement, justement pour aussi avoir recours à ce canal un tout petit peu plus simplificateur, puisqu'il suffit d'avoir le navigateur qui va bien. Bon, en revanche, ils ont respecté clairement les spécifications, donc il faut avoir le casque qui va bien pour l'instant, mais voilà, sait-on jamais. Et puis, le matériel va commencer aussi à se répandre. Voilà, c'était ça l'autre truc qui piquait un peu les yeux. C'est que vous avez aussi entendu dans la semaine l'annonce qui a fait plus d'écho que cela n'était nécessaire, selon laquelle la prochaine version donc, de Chrome intégrait, de Chrome donc grand public, hein, parce que c'est déjà en partie déjà dedans, et puis pour les versions pour développeurs, c'était aussi en cours. La prochaine version donc, de Chrome, si je ne dis pas de sottises, pour l'été, qui sortira cet été, intégrera donc les spécifications donc WebVR. Donc c'est un travail que fait aussi Google, qui œuvre dans différentes directions, mais bien entendu celle-ci, parce que l'enjeu est fort, hein. Alors, je ne veux pas faire des traits d'esprit, hein, loin de moi cette idée, mais je suis tombé dans la semaine un peu dans ma veille aussi sur des petites startups. Il en existe peut-être en France, il en existe aussi aux États-Unis, puis ce sont des startups américaines qui sont des régies publicitaires pour la VR. Donc, alors bêtement, parce que je ne suis pas très malin, j'ai fait le rapprochement entre la pub et Google. Mais voilà, c'est aussi un truc, bon, on ne sait jamais. Alors, pour être très précis, avant de montrer un petit peu et puis de finir en parlant du soft, pourquoi je vous ai dit tout ça de la manière dont je l'ai dit, c'est que depuis 20 ans, je fais ce qui s'appelle du digital learning. Donc, on fait des petits produits multimédia pour la formation pour les entreprises. 2-3 noms complètement au hasard, comme ça vous situez bien en fait les populations auxquelles je m'adresse, mais nos clients sont principalement les grands comptes. Alors c'est des gens comme Total, c'est des gens comme L'Oréal, c'est des gens comme Sanofi. Et ces gens-là, une fois que ce type d'équipement est arrivé, et c'est très 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 récent, en termes là aussi démocratiques, c'est-à-dire quand ils ont commencé à équiper le plus grand nombre, ils ont demandé tout un tas de choses à leurs prestataires. Ils leur ont demandé de faire en sorte que les contenus multimédia passent dedans. Et puis surtout, parce qu'on est quand même dans une actualité digitale qui est extrêmement brûlante pour toutes les grandes entreprises, ils ont demandé des choses innovantes. Et comme on faisait de la VR, ils nous ont demandé de leur en proposer. Seulement, il y avait des conditions. Et parmi les conditions, c'est former des dizaines, des centaines, voire des milliers de collaborateurs. Les former, évidemment, en n'ayant recours à rien d'autre que le matériel disponible et existant, c'est-à-dire leur smartphone, et rien d'autre que ça. Hors de question de penser à de la loc. Enfin, on va louer pourquoi, s'il y a des milliers de personnes à la fois en France, en Italie, en Espagne et au Maroc, comment on fait ? Comment on organise le programme de formation ? Vous voyez un petit peu où je veux en venir, hein.
Et puis donc c'est bien sûr ne pas compter, et en aucun cas sur le service info qui ne bougera pas de son siège, qui n'ira installer ni plugin ni déployer une appli pour un vulgaire programme de formation. Si c'est de la com, tout ça, bon, ils ne mouftent pas, ils le font, mais si c'est pour de la formation, ils peuvent encore faire quelques ruades. Et je ne plaisante pas, c'est en tout cas moi ce que je vis depuis 20 ans. Et puis les casques, non plus. À la limite, des cardboards pas chers qu'on ira commander au bout du monde, ou alors ce que je vous ai montré, qu'on a pu livrer comme ça par centaines d'exemplaires à certaines entreprises, les petits Omido. Pour le coup, ça fait aussi un petit peu goodies en interne. Donc vous voyez un petit peu toute l'histoire qui finalement, moi, m'a amené vers le web VR et qui fait que, voilà, je vais finir par ma petite page de pub. On a, donc, comme je l'ai dit, développé un logiciel. Les manips ici sont juste là pour montrer que ça bouge un peu. Mais on a fait en sorte donc, de faire un logiciel capable de produire des expériences de réalité virtuelle qui vont être diffusées par un navigateur web. Donc en web VR, mais aussi dans cette VR web, c'est-à-dire le respect, certes, des éléments de la spécification, mais adaptés à notre propre besoin, pour faire en sorte que ça marche sur des téléphones qui ne sont pas encore fondamentalement compatibles, mais qui sont déjà capables, parce que les navigateurs sont déjà capables de lire du WebGL, d'exécuter du JavaScript qui va bien avec et tout. Et ce logiciel, comme on l'a voulu démocratique technologiquement, c'est aussi dans notre culture, dans la manière qu'on a de travailler chez nous, de vouloir que tout soit démocratique. Donc le coût de fabrication, je pourrais vous donner des prix, ça ferait rigoler, ils sont très bas. Mais tout simplement parce qu'on a fait aussi à côté de ça un logiciel qui permet de faciliter l'assemblage. C'est-à-dire qu'il est impossible de coder dans ce logiciel. Donc n'importe qui, à condition d'avoir les ressources d'entrée, des photos, des vidéos ou des éléments comme vous le voyez là en 3D, puisse ensuite assembler ces séquences en ajoutant donc évidemment des éléments d'enrichissement comme le casque que vous voyez là qui a été ensuite importé, sur lequel on peut plugger de l'interactivité et puis expédier tout ça, exporter tout ça dans un format web. Et je dis volontairement à chaque fois web où je n'entre pas dans le langage qui va avec, ou etc. parce qu'on a fait sans cesse des petits arrangements aussi avec la techno. Mais voilà, pour quand même boucler un petit peu la boucle, c'est effectivement donc le recours à ces spécifications qui sont un enjeu important pour le web, pour la réalité virtuelle, parce que si vous avez suivi par exemple plus tôt dans l'année les vidéos qui sont d'ailleurs toujours accessibles sur Internet de l'Oculus Connect 3, il y a eu plusieurs conférences consacrées au web VR. Oculus a sorti un navigateur web aussi dernièrement, qui s'appelle Carmel, qui est fait pour ça. C'est un navigateur web. Il y a, je n'ai plus le nom du monsieur de HTC France, mais qui le dit, en tout cas, que HTC s'intéresse très fortement, puis s'y intéresse tellement qu'ils sont quand même dans aussi les équipes qui ont mis en œuvre justement WebVR. Donc c'est un véritable enjeu aussi bien pour les fabricants de matériel, pour les développeurs, que pour la cible finale. Donc voilà un petit peu tout ce que je voulais aborder comme point et qui font que justement on est présent ici, et en particulier donc, pour commercialiser un logiciel. Voilà, c'est le résumé de ce que je disais, c'est-à-dire que vous importez le nécessaire, vous ajoutez l'enrichissement, vous y insufflez de la vie parce que c'est aussi des récits non linéaires. Là, j'emprunte plutôt au vocabulaire peut-être des gens du webdoc ou de ce genre de réalisation, mais c'est aussi avoir quelque chose d'assez riche. Et puis ensuite, on diffuse tout ça. Le soft est évidemment disponible en version d'évaluation à l'adresse qui est affichée ici. Voilà, je vous remercie